Good evening, everyone. Here present and cozy Bonsoir at à home. tous. Vous êtes tous bien installés chez vous dans un environnement sans Covid avec un verre de vin peut-être ou avec des bulles, qui sait, parce que nous sommes là pour une fête ce soir. C'est le 150e anniversaire de Grove Peter Can. Avant de poursuivre avec le programme, j'ai un petit message technique. Pour bien voir ce programme, vous pouvez vous mettre en mode plein écran sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Vous pouvez cliquer sur une icône en bas de l'écran. Vous pouvez choisir ainsi la langue aussi, le français, l'anglais ou le néerlandais. Mais revenons-en à notre fête. Ce n'est pas le premier ni le dernier événement que nous organisons. Nous espérons que cette soirée sera de nouveau inspirante. Je me retrouve ici en compagnie d'orateurs internationaux formidables. Tout d'abord, un des plus grands intervieweurs de tous les temps, le fondateur de Wikipédia et une personne qui a mis au point le système de traçage Covid en France. Nous aurons également Bruno Coleman qui sera là pour nous parler de l'entrepreneuriat social. De Grove Peter Can est plus qu'une banque. Elle soutient l'innovation, elle soutient l'entrepreneuriat visionnaire, elle attire l'attention vers de nouvelles opportunités, mais ceci avec une attitude responsable et une vision pérenne. Nous allons entendre le PDG Bruno Coleman plus tard. Mais commençons avec notre premier invité. Notre premier orateur sait écouter, sait poser des questions et sait gagner la confiance de tout un chacun. En posant les bonnes questions, il arrive à creuser les leçons qui ont été apprises par chacun de ses invités. Karl Fussmann est un journaliste, aussi un auteur, un consultant d'entreprise. Et parmi ces invités, il y a eu des personnes comme Maria Sharapova, mais Al Pacino également, Mikhail Gorbatchev, Bruce Lee, Marie Kondo et également le 46e président des États-Unis lui-même, Joe Biden. Ensuite, nous aurons Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, qui va nous parler des leçons qu'il a apprises pendant sa trajectoire. Son slogan, c'est « Si vous pouvez changer les questions, vous pourrez changer votre vie ». Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement et profitez bien de cette soirée. Monsieur Fussmann, vous nous rejoignez de New York, en direct de New York. Vous avez un très beau chapeau. Je vais vous donner la parole pendant 15 minutes. Ah, vous buvez de la bière. C'est de la bière belge? Oui, oui, ça c'est de la bière belge. Ça aussi, c'est de la bière belge. Et ceci aussi. Et j'en ai encore beaucoup d'autres. En fait, il y a quelques années, je me suis rendue en Belgique pour un week-end de 3 jours. Et je m'étais dit que j'allais tester toutes les bières belges. Et j'y suis presque arrivée. J'y suis presque arrivée. Alors ça a eu quelques conséquences, mais je suis toujours là et j'en souris encore. Et donc, je me suis dit, on m'invite en Belgique. Aujourd'hui, c'est l'occasion de boire une nouvelle bière belge. Et je me suis dit, mais qui est derrière tout cela? Et j'ai entendu parler de cette entreprise qui existe depuis 150 ans. Il s'agit de Grove Peter Can. Et donc, je me suis intéressée à cette entreprise. Et je suis allée sur un site internet et j'ai appris des choses assez intéressantes. On nous explique la façon dont on a intégré plusieurs éléments dans la vision de l'entreprise. Et puis,
J'ai vu aussi des belles images d'eau pure, d'eau claire. Alors je veux dire, moi je pose des questions, je raconte des histoires, et bien je voudrais vous raconter une histoire ce soir. Une histoire à propos de questions. Et tout d'abord, c'est l'histoire d'une personne qui est un des plus grands surfeurs au monde. C'est Larry Hamilton. Alors, Larry ne fait pas du surf uniquement sur des vagues ordinaires. Il surfe sur d'énormes vagues au milieu de l'océan. Et c'est là, au milieu de l'océan, qu'il va choisir la plus belle vague et qu'il va surfer sur cette vague. Et moi, je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit, Larry, que se passe-t-il lorsque tu redescends en dessous de cette énorme vague? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais te dire ce que je fais, Carl. La première chose que je fais, c'est que je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Je ne veux pas perdre une seule seconde en regardant ce qui se passe autour de moi. Je ne veux pas perdre cette énergie en regardant autour de moi. Parce que cet océan, il pourrait me retourner comme si j'étais à l'intérieur d'une machine à lessiver. Et donc, il dit, je place bien mes bras et je reste concentré. Et il a commencé à me décrire l'océan comme s'il s'agissait d'un être humain, d'un être vivant. Les vagues vont et viennent. Inhalation, exhalation. Et il me dit, il y a un moment où l'eau va s'alléger et je vais pouvoir le sentir. Et lorsque je sens cela, moi je sais que c'est le moment où je dois absolument passer sur la surface. Et j'ai réfléchi à son histoire. J'ai réfléchi à son histoire parce que je crois que c'est une bonne analogie par rapport à l'endroit où nous nous trouvons en cette période de Covid. On a l'impression d'avoir été mis dans une machine à lessiver, d'avoir été tourné dans tous les sens, et on a l'impression qu'il y a un petit peu de légèreté qui arrive maintenant. Et le moment est venu de revenir à la surface. Et lorsque nous allons revenir à la surface, nous allons trouver un monde qui sera nouveau et qui sera plein de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Et moi, je le sais. Parce que cela me fait penser à cette image que j'ai vue sur un site juste avant le Covid, la pandémie. On m'a demandé d'aller faire une tournée. Je suis allée en Alaska, j'ai visité les glaciers, j'ai vu les eaux pures et cristallines. Et c'était organisé par une société, par une organisation. Et lors de ce voyage, lors de cette tournée, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Tous ces entrepreneurs avaient des idées pour rendre l'océan plus propre, plus sain. Et il y a un gars qui avait une entreprise qui pouvait créer des coraux. C'était un scientifique et je lui ai dit ceci. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous pourriez créer la grande barrière de corail, que vous pourriez la recréer comme elle était avant d'être endommagée? Et il m'a dit, si vous me donnez l'argent et si vous me donnez le temps nécessaire, je pourrais remettre la grande barrière de corail en état. Et donc, il s'agit d'une technologie. Il y avait un autre entrepreneur, qui pouvait retrouver toutes les canettes de boissons qui auraient été jetées dans l'océan. Et
pendant pendant ce voyage, tous les entrepreneurs racontaient leurs histoires. Il y avait pas mal d'experts financiers également. Et lorsqu'ils ont entendu tout cela, ils ont décidé de soutenir chacun de ces entrepreneurs. Et j'ai su alors, à ce moment-là, que cela devait être formidable, d'avoir une idée extraordinaire qui pourrait être mise en œuvre, qui pourrait être exécutée, et d'avoir quelqu'un derrière vous pour vous soutenir. Et quelqu'un qui a suffisamment d'argent, qui sait comment faire fonctionner cela. Quelqu'un qui serait là pour vous aider. Et en fait, ceux qui peuvent aider des entrepreneurs comme cela, ce sont des sociétés comme vous, de Grove Petercam. J'entends que votre société existe depuis 150 années, depuis 150 ans. Alors, il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans ces 50 dernières années. Alors, c'est la raison pour laquelle je voudrais lever mon verre à cette entreprise qui va trouver de formidables opportunités à l'avenir. Parce que le moment est venu de remonter à la surface et de voir toutes les opportunités qui vont se présenter à nous. Et donc, santé. Alors, il y a une personne que j'ai interrogée, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. Et à l'époque, Amazon ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et chaque intervieweur qui allait le voir lui posait la même question. Quand est-ce que Amazon va commencer à gagner de l'argent, Jeff? Quand est-ce qu'Amazon va gagner de l'argent, Jeff? Tout le monde lui posait la même question. Et moi, lorsque je suis allée le voir, j'ai évité de lui poser cette question. Et il y avait également une autre personne autour de la table qui me regardait et qui était prêt à poser cette question. Il se demandait quand j'allais poser cette fameuse question. Quand j'allais demander à Jeff quand Amazon allait commencer à gagner de l'argent. Mais je n'ai pas posé cette question-là. Et puis, finalement, la personne m'a dit, mais quand allez-vous poser la question, cette fameuse question? Cette fameuse question, quand allez-vous gagner de l'argent? Alors, moi, je lui ai dit, moi, j'ai l'impression de passer du bon temps ici. Et Jeff s'est mis alors à rire. Et je me suis rendu compte, finalement, qu'il y avait un moment où il s'était installé dans son garage, un garage plein de livres. Il avait des idées formidables, un petit peu comme les entrepreneurs dont je vous parlais, qui étaient en Alaska, sur ce bateau. Il avait donc plein d'idées créatives. Et donc, il a commencé à rire parce qu'il a compris que moi, je l'avais compris. Les personnes qui changent le monde ont de formidables idées, des idées qui viennent de leur cœur. Et avec un peu de chance, ces personnes vont gagner beaucoup d'argent. Juste pour vous donner une idée. Regardez maintenant où on en est avec Amazon. Regardez la fortune que représente Amazon. Amazon a fait quelque chose d'incroyable. Amazon a mis un produit juste devant vous, juste devant votre nez, sur votre ordinateur, que vous pouvez comparer avec beaucoup d'autres produits. Vous pouvez voir le prix de ce produit. Vous cliquez sur un bouton qui dit « Acheter maintenant ». C'était nouveau à l'époque. Alors, le système n'est peut-être pas le même en Belgique, mais aux États-Unis, vous savez, quand vous allez acheter quelque chose, parfois, vous ne savez pas combien vous allez dépenser. On vous dit « Oh, prenez, on vous enverra la facture ». Par exemple, ici,
pour cette bière. J'ai demandé cette bière, je l'ai reçue. Et puis on m'a dit, on te dira combien c'était dans 6 mois. Ça, c'est incroyable. Mais c'est comme cela que fonctionne notre système de soins de santé aux États-Unis. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. On vous dit, on vous enverra la facture dans 6 mois. Et Amazon peut directement vous dire quel sera le produit qui vous sera envoyé, combien il coûtera. Vous cliquez sur un bouton et vous le recevez le lendemain. Il y a beaucoup d'entreprises et de technologies maintenant qui sont prêtes à faire la même chose. Et il y a énormément d'opportunités qui vont se présenter alors que nous allons tous remonter à la surface après cette pandémie. Alors, je voudrais encore lever mon verre parce que 150 ans, ça se fête vraiment. Il faut souvent lever son verre pour fêter les 150 ans de Grove Petercam. Quand vous reviendrez à la surface, vous regardez autour de vous et vous trouverez ces personnes qui ont eu des idées formidables, qui viennent de leur cœur. Ce sont des entreprises qui vont faire avancer le monde. Ces idées, elles viendront peut-être d'une petite ville en Belgique, elles viendront peut-être d'une ville aux États-Unis, mais je suis presque sûre que si vous avez l'habitude de surfer sur ces vagues depuis 150 ans, vous allez avoir un bel avenir. Et donc j'espère que l'année prochaine, le Covid sera derrière nous et que je pourrai venir vous revoir en Belgique et boire un verre devant vous. Merci beaucoup et bon vent. Merci, Monsieur Fossman. J'ai vu une image de vous, une photo de vous avec Nelson Mandela derrière vous. Est-ce que c'est une des personnes qui vous a le plus inspiré? Oui. Et ce qui est formidable, c'est que c'est Mohamed Ali qui me l'a présenté. Et je vois également la signature de Mikhail Gorbatchev. Oui, je vous raconterai cette histoire-là demain, lorsque je vous parlerai de l'art de poser des questions. Très bien, formidable. On va poser des questions à Jimmy Wales ce soir, le fondateur de Wikipédia. Est-ce que vous utilisez beaucoup Wikipédia pour vous préparer, vos entretiens? Moi, je dirais 5 fois par jour. Je suis allée voir votre page Wikipédia, elle est encore très sobre. Est-ce que vous vérifiez de temps en temps vous-même ce qui est écrit à votre propos? Non, je regarde toujours les pages des autres. Et ce sont les autres qui regardent ma page, moi je regarde celle des autres. Est-ce que vous avez déjà rencontré Jimmy Wales? Non, et merci beaucoup de me donner l'occasion de le rencontrer. Parce que ça, c'est un autre exemple d'une personne qui a changé le monde. Oui, le thème de ce soir, c'est semer les graines de l'entrepreneuriat social. Que voulez-vous savoir à ce propos? Moi, j'ai de réelles questions, de réels besoins. Moi, je me rends compte que mon devoir, c'est de mettre sur pied une bibliothèque qui permettra aux gens de s'y retrouver aux États-Unis. Alors, je ne suis pas un inventeur, je ne suis pas un génie de la technologie, mais j'espère vraiment que Jimmy va pouvoir planter des graines, va pouvoir semer quelques graines. Très bien, on va peut-être alors l'inviter sur scène pour qu'il plante ses graines, qu'il sème ses graines ce soir. Monsieur Wales, venez, ce siège est pour vous. Nous allons vous écouter. Je vous laisse à vous deux et je reviens dans 30 minutes. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse.
You can look any way you want Any way I to. want. The Oh, wow. stage is Brilliant. yours. Oh, this is good. Bien, merci. Merci pour l'invitation. Alors, comment allez-vous? Nice to meet you. Je vais bien, merci. Un plaisir de faire votre connaissance. Je pense que là, c'est notre première connexion. Je pense qu'on a pas mal de choses en commun. On parle de tortues, on peut parler de la mer. C'est vrai qu'il y a Jimmy Wales, ça veut dire évidemment la baleine. Hein. Donc, en fait, ça peut être aussi le pays de Galles. Hein. Donc, Wales, c'est le pays de Galles aussi. Donc, c'est pas mal non plus. Bien, Jamie, vous avez une superbe histoire finalement. Une histoire que je connais parce que je vous ai, eh bien, je me suis renseigné à votre sujet sur Wikipédia justement. Alors, je reviens au tout début de vos travaux. En fait, on avait l'encyclopédie Britannica. Dans quelle mesure vous a-t-elle influencé cette encyclopédie? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oui, bien sûr. Ça a eu un grand impact sur ma vie. Il y avait le World Book Encyclopedia, c'était l'encyclopédie pour les enfants. Mon père l'a acheté. Un vendeur qui faisait du porte-à-porte. Hein. Ça remonte à la fin des années 60. Et j'ai grandi avec cette encyclopédie à la maison. J'adorais y passer des heures. Et on recevait ça chaque année. Vous savez, c'était un ensemble de livres. Et chaque année, on recevait une mise à jour annuelle. Je disais qu'ils avaient mis à jour l'entrée sur la Lune parce qu'on était atterri sur la Lune ou à l'Uni. Donc, il fallait d'abord aller chercher l'encyclopédie originale et puis aller vérifier la mise à jour de 74 ou 1974, etc., etc. Donc, on devait toujours jouer. C'est comme ça que j'ai découvert les encyclopédies, finalement, avec des mises à jour. Et les mises à jour, c'était très lent à l'époque. Alors, cette encyclopédie, finalement, ça signifie quoi pour vous? Moi, ce que j'adorais avec l'encyclopédie, c'était justement cette idée de dire, tiens, voilà quelque chose d'énorme. C'était 26 volumes à l'époque. 26 volumes, ça prenait de la place. Hein. Et on pouvait penser à n'importe quoi, on pouvait trouver ça là. Donc, quel que soit votre intérêt, on pouvait trouver des informations. Et c'est comme ça que je voyais toujours les choses. Moi, j'adorais apprendre comme ça, des choses au hasard, toujours apprendre quelque chose de neuf et explorer. Je ne sais pas toujours dire pourquoi, mais j'aimerais explorer. Il y a des choses qui m'ont vraiment marqué. Et donc, avec l'encyclopédie, ça m'a beaucoup influencé. Je suis allé dans ce sens. Je voulais en savoir un peu sur tout, finalement. Et quelles étaient les étapes entre ce moment où vous étiez enfant, où vous étiez en train de chercher des infos, et puis le début de Wikipédia. Comment ça s'est passé? Quelles étaient les étapes entre tout cela? Oh, il y a eu pas mal d'étapes intermédiaires. Hein. Il y a eu beaucoup d'influences. Moi, j'ai grandi à Huntsville, en Alabama, dans le sud. Hein. C'est le sud profond des États-Unis. C'est pas la Silicon Valley, hein, qui est connue pour ses technologies, mais en fait, c'est là que j'étais. Et c'est là qu'en fait, on a quand même un centre spatial là-bas. Donc, on fait pas mal de recherches sur l'espace, les fusées, etc. Donc, moi, je vivais près du site de test des fusées. Et donc, ça faisait parfois vibrer les fenêtres de la maison, en fait, quand ils faisaient des tests de lancement. Et ça, franchement, c'était impressionnant. C'était vraiment super motivant. Le programme, la conquête de l'espace à l'époque, c'était fabuleux. On parlait de technologie, science, on parlait de beaucoup de choses. Et en tant qu'enfant, on était c'était fabuleux. Donc, ça fait partie de ma jeunesse. Et mon oncle était entrepreneur, il avait un ordinateur. Moi, j'ai pu aller le voir. Je voyais ça les week-ends. Il m'a enseigné la base de la programmation et puis les premiers PC sont arrivés. Hein. Donc, et finalement, j'ai vu ça très tôt. J'ai été en contact avec les technologies très tôt dans ma vie, avec l'esprit d'entreprise via mon oncle aussi. Et il me disait toujours, lance ton business, fais ton truc, et plutôt que d'aller travailler dans une grande entreprise. Et finalement, on se retrouve avec pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses entre-temps. OK. Alors, sur ce point, justement, est-ce qu'on est chef d'entreprise? Est-ce qu'on devient chef d'entreprise? Moi, je pense que la réponse est hybride. Hein. On doit encourager les enfants à avoir cet esprit d'entrepreneur, cet esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, d'une certaine manière, c'est cette envie d'un enfant qui veut jouer, découvrir quelque chose de neuf, lancer quelque chose. Je ne sais pas si ça peut s'encourager. En tout cas, on peut détruire cet esprit d'entreprise et d'initiative chez l'enfant en appliquant des règles beaucoup trop rigides. On peut
tuer la créativité. Par contre, on peut la laisser grandir, fleurir et puiser dans différentes sources d'inspiration. Et souvent, ce que je dis, c'est que moi, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance d'avoir du succès, parce que je serais un très mauvais employé. Sincèrement, j'y pense tous les jours. Je me dis, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Comment est-ce que je pourrais organiser quelque chose autour de ça, ma vie? Comment organiser ma vie autour d'un job? Moi, je ne travaille pas dans les organisations que j'ai mises en place. Moi, je ne suis pas un bon directeur, un bon manager, en fait. Moi, je fais plutôt du coaching, je fais du leadership, je parle des idées, des grandes visions, de ce qu'on veut atteindre comme objectif, je parle des principes qui nous permettent d'arriver à des objectifs. Mais je ne suis pas doué pour superviser le travail des gens. Maintenant, ça s'est bien passé quand même pour moi, ça je trouve. Si vous avez une vision, si vous fixez une vision qui motive tout le monde, c'est super, on ne doit pas superviser leur travail, parce qu'ils sont motivés et ils font leur boulot, parce que c'est super de pouvoir participer à cette aventure dans ce cas-là. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu cette idée de Wikipédia et... Alors, je m'explique. Je sais que vous avez travaillé étape par étape, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu comme cette idée, vous vous êtes dit, ça va marcher, ça va fonctionner, ça va être énorme ce truc? Je dirais deux, trois petites choses. Souvent, je me décris comme un optimiste pathologique. Ça veut dire quoi? Moi, je me dis que toujours, ça va bien marcher, ça va être super. Je pense toujours que ça va être super dès le début. Alors, moi, j'en suis conscient, c'est déjà ça. Et j'ai des personnes qui me font retomber un peu sur terre et qui me disaient, Jimmy, du calme. Non, moi, je me dis, non, ça va aller, ça va être super. Allez, on avance, on fonce. Alors, c'est bien de pouvoir foncer, mais évidemment, on peut rencontrer des problèmes. Alors, à côté de cela, je dirais que s'il fallait définir un moment clé, je dirais que 2 ans avant le lancement de Wikipédia, on avait Newpedia, même concept, quelque chose de libre, open source. Je ne savais pas comment concrétiser tout cela. On avait un processus de révision en 7 étapes. Quand on devait publier quelque chose, c'était du top-down, old school. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas amusant pour les volontaires, les bénévoles qui voulaient participer. Chaque fois qu'on écrivait quelque chose, on l'envoyait aux professeurs les plus prestigieux qu'on connaissait pour revoir, critiquer, amender. On avait l'impression de faire un test devant un prof d'UNIF. Maintenant, ensuite, j'avais téléchargé quelques logiciels de style Wiki. Lorsque j'ai tapé les premiers mots de Wikipédia, c'était Hello World, bonjour le monde, et c'était le tout début. Et après 2 semaines, on avait déjà pas mal avancé. On a fait autant de travail sur les 2 premières semaines que sur les 2 années précédentes. Le fait de lancer et d'ouvrir Wikipédia, il y avait déjà une communauté de personnes qui voulaient contribuer, des milliers de personnes qui voulaient contribuer à cette encyclopédie libre et en ligne. Les gens se sont dit, ça c'est une idée super, on y va. Mais le premier système ne leur permettait pas de fonctionner dans ce sens. Et puis dès qu'on a ouvert les vannes, les gens se sont lancés. C'est un outil collaboratif, tout le monde a contribué, participé. On s'est dit qu'on allait fixer les règles au fur et à mesure, tout simplement. Le système a véritablement fait boule de neige. Je dirais qu'en quelques semaines, on avait déjà quelques centaines d'articles. Et on n'a pas cessé de grandir depuis. D'accord? Est-ce que vous avez toujours le soutien financier pour que ça fonctionne? Alors là, la réponse est non. C'est ça qui est intriguant et intéressant. Moi, j'avais une petite entreprise du web. Moi, j'étais un entrepreneur du web finalement. Je travaillais sur les répertoires du web, je gagnais un peu d'argent avec quelques employés, c'est tout. Mais Wikipédia, d'une certaine manière, eh bien, c'est venu autrement. Et en fait, on a eu le dot-com et le crash du dot-com. Et c'est l'enfant du dot-com, du crash du dot-com, Wikipédia. Parce qu'à un moment donné, ça a commencé à grandir et encore grandir. Et quand les choses grandissent, on a une communauté, il y a toujours des problèmes qui vont faire surface. Et si j'avais eu le financement, si j'avais eu des gens qui étaient là avec des capitaux à risque derrière, si tout était cadenassé avec le crash de l'Internet à ce moment-là, on aurait dit, oui, super idée, voilà, si 10 millions de dollars et construit quelque chose. À un moment
moment donné, on m'aurait dit, oui, il faudra des modérateurs, il faudra du personnel pour superviser, contrôler. Et il n'y avait pas d'argent pour faire tout ça, en fait. Donc on s'est dit, tiens, on va fonctionner autrement. Comment est-ce qu'on va travailler en tant que communauté? Comment va-t-on mettre en place des règles, institutions, procédures, etc., pour que cette communauté de volontaires puisse s'autogérer? C'était ça l'innovation. L'innovation est venue du fait qu'il n'y avait pas d'argent. En fait, si on avait injecté pas mal d'argent, on serait passé à côté de l'innovation, à mon avis. Et ça a fait la différence. Hein. On a dû trouver une solution nous-mêmes sans argent. Alors, je me souviens qu'à un moment donné, en 2003, c'était le jour de Noël. On était sur 3 serveurs et 2 ont planté. Le jour de Noël. Alors, heureusement, le trafic était plus faible à Noël parce que les gens étaient occupés avec leur famille. Moi, je me suis dit, oh là, c'est un problème. Donc, j'ai commencé à bosser pour tout récupérer sur un serveur. C'était lent. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, il fallait de l'argent. Et que ça pourrait être utile d'avoir certainement 8 serveurs. Donc, on a lancé une campagne de financement. Moi, je voulais $20,000 en un mois. C'est l'objectif et on a eu 30 000 en une semaine. Donc, ça a vraiment bien fonctionné cette première campagne. Et on s'est dit, tiens, finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait avancer sans campagne de pub, sans plein de trucs, en ayant juste le soutien direct du public et en disant, voilà, on a un outil intéressant, si vous aimez, contribuez. Maintenant, on appelle ça du crowdfunding. Hein, le concept existe maintenant, mais on n'avait pas le mot à l'époque. Alors, est-ce que c'est plus facile maintenant de lancer une entreprise de ce type? Je pense que oui, d'une certaine manière. Certains alors, vont vous dire qu'à l'époque, le nombre de concurrents était bien inférieur. Maintenant, tout est plus grand. Et on a ces sociétés énormes qui font des trucs énormes. C'est difficile de faire concurrence. D'accord, c'est vrai. Maintenant, les grandes entreprises ne sont jamais si flexibles, alors si brillantes. Elles peuvent être brillantes, mais elles ne sont pas flexibles. Quand on a une grande idée dans ces entreprises, il faut 6 mois. Elles n'ont pas cette agilité pour arriver rapidement en fait à quelque chose. Ces entreprises, elles ne sont pas habiles, quoi. Et donc finalement, de nos jours, c'est simple, c'est bon marché avec des services sur le cloud. C'est plus simple de lancer un petit projet web innovant. Si vous êtes programmeur, vous pouvez déjà faire quelque chose. Aujourd'hui, vous pouvez lancer quelque chose avec des technologies qui existent déjà et qui vont vous donner des possibilités infinies sans rien changer. Et au tout début de Wikipédia, c'était le contraire. On s'est dit, tiens, on n'a que 3 serveurs, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui plante. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir 8 serveurs? Maintenant, c'est granulaire, si vous voulez. On peut commencer à partir de pas grand-chose. Et maintenant, on se connecte à un data center avec un tournevis. On met un serveur, on met un autre serveur. On rebranche les câbles Ethernet. On peut faire tout cela physiquement. Avant, c'était comme ça aussi. Hein, c'était encore plus de bricolage. Maintenant, on a tout sur du cloud. On n'a même plus besoin de brancher des câbles, en fait, maintenant. On dit, voilà, je prends un serveur, il est virtuel, il est quelque part, on stocke dessus. C'est assez épatant de voir comment les choses se passent. On a commencé avec de la petite échelle. Maintenant, on est à très grande échelle. On voit que beaucoup de petites apps sont disponibles et ça vient parfois d'endroits assez surprenants. Ce sont des personnes qui peuvent développer ça pour en faire quelque chose de grand et ils n'ont pas eu besoin de 8 serveurs ou d'investir dans des serveurs parce que la technologie en cloud est là. Alors, on en revient peut-être à la question du timing de Wikipédia. Alors après la COVID, il y aura certainement plein de nouvelles idées. Vous pensez? Oui, tout à fait. Hein. Je pense qu'après la COVID, il y aura plein de nouveautés. Et je ne suis pas le seul à le penser. Je pense qu'il y a pas mal d'études universitaires qui abondent dans ce sens. Et se dire que lancer une entreprise en pleine récession, ça fonctionne mieux que quand on est en plein boom. Alors c'est un peu contre-instinctif, mais c'est comme ça. Hein. Ceux qui sont lancés pendant la crise, ça marche. Les grandes entreprises en pleine récession, elles essayent de rester à flot.
en fait. Elles ne vont pas être habiles et dire, tiens, on va lancer 5 millions dans un projet. Non, parce que c'est la crise. Quand c'est un peu plus serré de leur côté, elles vont resserrer leur activité, se concentrer sur leur core business et peut-être laisser des opportunités à de plus petits acteurs. Alors ici, on a des comportements perturbateurs. Ici, la perturbation est énorme avec un changement profond de la situation. Imaginez, je ne sais même pas où vous êtes. Vous êtes derrière un écran. Moi, je suis sur un podium, sur une scène ici. Vous êtes en Belgique avec la bière? Non. C'est ça qui est fou, hein? Je suis pas là. Je suis à New York, mais avec une bière belge. Voilà, on a Google Hangouts, on a plein de trucs. On peut se rencontrer de manière distancielle, comme maintenant. Il faudra que certains retournent dans leur bureau, d'autres pas. On se rend compte que maintenant, les gens adorent travailler à la maison, pour certains. C'est une transformation énorme qui s'est passée presque du jour au lendemain. Alors, ça ne va pas complètement disparaître. Beaucoup de choses ont changé pour de bon. Donc, c'est intéressant, ce genre de situation. Alors, moi, je n'arrête pas. Hein. Je pense que tellement mon identité personnelle, c'est celle d'un chef d'entreprise, une personne d'esprit d'entreprise et pas le fondateur de Wikipédia. Je suis créateur et je vais bientôt lancer le quiz9beyond.com pour faire des quiz en ligne et donc avec de la vidéo, etc. Donc tout le monde sera sur vidéo. Ma famille organise des petits quiz déjà, etc. Avec mes parents aussi. Donc on a fait une application pour ça. C'est intéressant, c'est amusant. Pourquoi pas? Ça pourrait fonctionner. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est fun, en fait. Le fait, c'est de se dire que quand il y a un grand break, quand il y a un grand changement de paradigme quelque part, c'est là qu'on invente, c'est là qu'on crée. Et la COVID-19, eh bien, a insufflé ce besoin de changement chez nous. Et justement, on retrouve pas mal de choses intéressantes, plein de nouveautés. Alors, on s'ouvre un peu l'esprit, on dit, tiens, on n'avait pas pensé à ça de cette manière. Et quand je t'entends, je vous entends parler d'esprit d'entreprise, de nouvelles idées, de travail pour protéger l'océan. Moi, je peux vous assurer que plus de 50% de ces idées, elles sont cool. Il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit quelque part. Si on met sur un bateau 50 personnes intelligentes, elles vont pondre 50 idées intéressantes, mais ça ne va pas vraiment se passer comme ça dans la réalité. Il y a des idées qui vont fonctionner, en tout cas d'autres pas. Et c'est ça qui est enthousiasmant quand on parle de changement, de transformation. Je pense qu'on va vivre cette époque de transformation après la COVID. Alors, au début de la COVID, est-ce que vous vous êtes dit qu'il était peut-être temps de prendre un peu de recul pour réfléchir et peut-être de réfléchir dans une bulle? Alors, je ne me suis pas dit qu'il fallait partir en courant, non. Je devais être ici il y a un an, plus ou moins. Et cette conférence, comme d'autres, avait été annulée ou reportée, en tout cas. Et donc, pendant les premières semaines, j'étais à la maison. Tous mes voyages étaient annulés. Je suis bon, d'accord. De toute façon, je travaille à la maison, peu importe où d'ailleurs, je travaille. Et là, je me suis rendu compte que, finalement, plus de la moitié de mon travail consiste à parler à des conférences, voyager, faire de la planification, de la réflexion, apprendre à connaître des clients, faire du bon boulot, etc. Mais tout ça, ça a disparu du jour au lendemain. Donc, je me suis retrouvé chez moi, je répondais à mes mails et je me suis dit, bon, là, je fais des trucs dont je n'ai pas besoin, des trucs qui finalement, c'est pas planifié. Et à ce moment donné, j'ai pris du recul, je me suis dit, bon, il est peut-être temps de réfléchir, de pondre de nouvelles idées. Je vais être chez moi pendant un an. On va penser à de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Et une des techniques que j'utilise, et je vous la recommande, hein, moi, en fait, je travaille beaucoup sur Keynote. Je fais des PowerPoint sur mon Mac. Et c'est peut-être pas le meilleur outil, mais c'est celui que j'utilise. Voilà, c'est comme ça. Ça fait longtemps. Et je me fais une présentation qui est celle des crazy ideas, des idées un peu folles. Donc, chaque fois que j'ai une idée un peu folle, et je vous assure que c'est assez souvent, j'essaie de ne pas m'auto-censurer. Je prends mon Mac, il est déjà allumé hein, d'ailleurs. Je prends mon Mac, je fais un slide et j'y écris mes idées un peu folles. Et je me dis que finalement,
j'essaie d'en rester là. J'y reviens plus tard, quelques jours plus tard. Et quand j'y reviens quelques jours plus tard, souvent, je me dis, tiens, ça, c'était pas du tout une bonne idée. C'était un peu bête même. Mais pour d'autres idées, je me dis, tiens, ça, c'est intéressant. Et alors, j'essaie de raffiner, de peaufiner l'idée, de creuser un peu. Bon, j'ai peut-être pas toujours le temps, le capital pour avancer sur toutes ces idées, mais je pense que c'est un super processus, c'est une super bonne méthode de travail. Et je pense qu'il ne faut pas trop s'auto-censurer au début. Ne vous auto-censurez pas. Vous allez toujours trouver les raisons pour lesquelles ça ne va pas fonctionner. Non. Si vous faites ça, c'est pas bon. Non. Alors, il faut quand même, il faut réfléchir, bien sûr. Il faut rester rationnel quand même et dire voilà la raison pour laquelle cette idée ne fonctionnera pas. Mais ne commencez pas avec ce qui ne va pas fonctionner parce que vous allez tuer chaque idée dans l'œuf. Vous allez dire oui, mais Wikipédia, mais si sur Wikipédia avec des mauvaises informations, oui. Et si on en reste là, on va dire d'accord, mais on n'aurait jamais lancé Wikipédia finalement si on disait que les gens n'allaient publier que de mauvaises informations. Ok, donc il faut éviter cette autocensure. Pour moi, c'est fondamental. Et j'adore l'idée. Quincy Jones, sa manière d'écrire de la musique. Alors, il écoute sa musique, il l'entend, et il en fait des notes. Et puis il laisse ça de côté. Donc il écrit les notes qu'il entend dans sa tête, il les laisse de côté, il y revient, mais peut-être beaucoup plus tard. Mais s'il revenait souvent là-dessus, non, maintenant quand il revoit ses notes, il dit non, ça va pas partir. Oui, c'est une belle histoire. Lorsque vous avez eu d'autres idées, quelles sont les idées que vous avez eues pendant cette année un peu folle? Il y a beaucoup d'idées concernant les vidéos. Par exemple, c'est un petit peu comme Zoom, mais tout le monde pourrait être là dans une salle, 60 personnes qui se retrouvent de manière aléatoire et pourraient discuter d'un sujet ou de l'autre. Et pendant 5 minutes, je me suis dit, ça c'est une très bonne idée. Puis après, je me suis dit, oui, mais bon, je crois que ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Il faut quand même qu'il y ait le moyen de veiller à ce que ces discussions soient des discussions saines. Et voilà. En tout cas, j'ai eu pas mal d'idées, plus d'une vingtaine d'idées. On verra bien où tout cela nous mènera. Est-ce qu'il y a la possibilité d'optimiser ces idées? Vous pourriez par exemple sélectionner les personnes qui rentreraient dans la salle. Oui, moi j'ai pensé que l'on pourrait avoir ce glissement vers les vidéos. Tout le monde maintenant utilise Zoom sur son ordinateur. Et je me disais, mais finalement, que pourrait-on faire autrement? Qu'est-ce que l'on pourrait faire d'amusant, par exemple? Si vous pensez à Zoom, c'est un logiciel fantastique, Zoom. Et je pense que je ne vexerai personne en disant que c'est un logiciel qui n'est quand même pas très passionnant. C'est vrai que vous pouvez vous retrouver à plusieurs, vous pouvez partager des notes, faire des présentations, mais ce n'est pas vraiment amusant en soi. Et donc, moi, j'ai l'impression que Zoom, c'est une première étape. On pourra faire beaucoup plus en réunissant des gens par vidéo. On pourrait imaginer beaucoup de choses. On pourrait imaginer plein de choses. Par exemple, organiser des rendez-vous par vidéo. Pourquoi pas? Vous auriez votre premier rendez-vous amoureux sur Zoom. Mais je ne sais pas, il faudrait d'abord prévoir une activité pour un peu briser la glace d'abord, je ne sais pas. En tout cas, je réfléchis beaucoup à toutes ces idées. Moi, ça m'intéresse beaucoup, j'ai envie d'explorer ces idées. Ça m'écarte un petit peu de mon travail habituel, mais c'est intéressant parce que, en fait, voilà ce que je voulais vous dire, en fait. Ces 12 derniers mois, tous les dimanches après-midi, nous jouons sur Zoom. Nous faisons des quiz en famille. Il y a ma maman qui vient, mon papa, tous mes frères et sœurs, les petits-enfants viennent voir de temps en temps, mais c'est surtout pour les adultes. Et donc, on pose des questions, chacun à notre tour. Il y a beaucoup de familles qui jouent et qui font ce genre de quiz.
Et moi, je vois mes frères et sœurs maintenant une fois par semaine. On communique aussi par WhatsApp, beaucoup plus qu'avant. Alors, on parle des réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, avant, c'était le fait que ma sœur, par exemple, mette une photo de sa fille sur Instagram et que moi, je likais sa photo. Pour moi, c'était ça, les réseaux sociaux. Maintenant, c'est beaucoup plus que cela. Mes parents vieillissent. J'étais encore avec eux sur un réseau social avant de participer à cette interview. Et donc maintenant, on peut se voir, on peut se parler beaucoup plus qu'avant. On se parle au moins une fois par semaine. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, au départ, les réseaux sociaux, c'était vraiment une forme de socialisation très, très faible, finalement. Maintenant, c'est beaucoup plus que cela. Moi, j'aime bien aussi aller voir ma maman, j'aimerais bien la prendre dans mes bras, mais au moins, je la vois en vidéo, je peux lui parler, je peux la voir, et c'est beaucoup mieux, finalement, que ce que nous faisions par le passé, où on se voyait beaucoup moins. Donc, je crois que c'est une des bénédictions de COVID. Je crois que beaucoup de familles ont eu plus d'interactions avec les personnes les plus âgées de la famille. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas toujours se déplacer pour aller les voir. Avant, on allait les voir une fois par mois. Maintenant, on peut se voir sur Zoom une fois par semaine. Et c'est formidable. Oui, moi, je me souviens, il y a plusieurs années, lorsque je travaillais pour un magazine, en fait, il y a eu un moment où on avait réservé 2 interviews le même jour pour ce magazine. Et c'était 2 interviews à 2 endroits très éloignés du pays. Et je me suis dit, je pourrais faire la première interview en personne et je ferai la deuxième interview via Skype. Et on m'a dit, non, 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 ça ne va pas marcher, il faut absolument que tu sois sur place. Parce que on va retirer toute l'essence d'une rencontre entre 2 personnes si on fait cela sur Skype. Or, aujourd'hui, je me rends compte qu'on est plus proche qu'avant. Je suis à 30 cm de toi, on est plus proche que si on était dans la même pièce. Non, mais pour moi, tu sais, Jimmy, ta tête, elle fait 3 mètres de haut hein, pour moi, donc... c'est incroyable, t'es un géant. Je ne pensais pas que tu étais aussi grand. Oui. Et que va-t-il se passer à l'avenir par rapport à tout ce qui est visuel et imprimé? Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses intéressantes on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va être développé. Et nous, en tant que société, est-ce que nous allons changer? Est-ce que notre lien va être différent, notre lien avec les images, par exemple? Est-ce que les mots vont rester importants? Réponse de Jimmy, oui, je pense que les mots vont rester extrêmement importants. Les images ne vont pas remplacer les mots. Parfois, une image en dit plus que des mots, mais lorsque j'écris, je peux vraiment réfléchir aux mots que je vais utiliser. C'est important pour l'apprentissage, pour l'éducation, pour l'enseignement. Dans le monde de Wiki, la collaboration par vidéo est aussi difficile. Lorsque vous filmez quelque chose, lorsqu'on regarde la vidéo, on se dit « Oh tiens, ça aurait été peut-être mieux si on avait mis une petite lumière à cet endroit-là. » Et c'est trop tard, on ne peut plus faire marche arrière. Alors que quand il s'agit d'un texte, on peut travailler ensemble, on peut changer le texte, on peut l'amender, on peut l'améliorer, le peaufiner. C'est beaucoup plus difficile de faire cela avec une vidéo. Donc le texte restera toujours important pour moi, les mots resteront importants. Mais je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte que les vidéos, elles sont là depuis toujours. Enfin non, pas depuis toujours, depuis l'invention de la télévision. Moi, je me souviens, parfois on a l'impression d'avoir inventé toutes les technologies. La première fois que moi j'ai vu un film,
sur un ordinateur. Je me suis dit, mais c'est incroyable, on vient de réinventer la télévision. Je voyais et puis j'ai fait un voice call sur Skype quelques années après. On s'est dit, ah, c'est incroyable, on a réinventé le téléphone. C'est un petit peu comme si on faisait marche arrière. Mais ce qui est nouveau en réalité, c'est que les vidéos, elles existent depuis longtemps, mais les vidéos interactives, où il y a des personnes qui se rassemblent, qui peuvent se voir, qui font une vidéoconférence, ça c'est assez récent finalement. Ça existait déjà techniquement, bon, je sais pas, Skype, ça existe déjà depuis un certain temps, Google Hangouts, mais c'est devenu quelque chose de culturel maintenant. Nous avons tous l'habitude d'utiliser cela maintenant. Nous savons aussi qu'il y a des problèmes, mais c'est un nouveau langage comportemental qui s'est développé avec maintenant, par exemple, you are mute, comme on dit en anglais. Votre micro n'est pas branché, vous êtes sur mute. C'est un nouveau langage qui a été inventé. Et il y a aussi un nouveau rythme qui a été adopté pour ces nouveaux supports, pour ces nouveaux médias. Et c'est quelque chose de passionnant à explorer. Oui, j'aurais une dernière question. Parce que je suis quelqu'un de très curieux. Alors, sur une échelle de 1 à 10, où se trouve votre curiosité? Quel est votre niveau de curiosité? Moi, je dirais 10. 10, dit Jimmy. Moi, je suis fasciné par tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai un ami qui est décédé il y a quelques années. C'était aussi un entrepreneur de l'esprit. Et je me disais, il n'a pas vu le coronavirus. Il n'a pas pu vivre la pandémie. Là, je suis désolée, c'est une pensée personnelle ici. Mais lorsque je pense à l'avenir, je me dis, moi, je veux rester en bonne santé. Je veux rester en bonne santé parce que je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer dans les 10 à 15, 20 dernières années. Alors, moi, j'ai 54 ans. Je sais que je ne vivrai plus 100 ans. Mais j'espère quand même encore vivre très, très longtemps parce que je suis très curieux de voir ce qui nous attend. Très bien, je crois qu'il n'y a pas meilleure façon de terminer cette interview, cette conversation. Alors, j'espère qu'on se rencontrera dans moins de 100 ans et on pourra boire une bière belge ensemble. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous deux, merci pour ces questions inspirantes. Cal, c'est vrai que la prochaine fois, on pourra boire une bière ensemble. Et, mesdames et messieurs, je vous propose maintenant revenir à l'entrepreneuriat social. Et comment la technologie peut-elle soutenir l'entrepreneuriat social? Le prochain invité, Paul Duhan, est le cofondateur d'une organisation non lucrative, Base Impact, qui crée de nouveaux services publics dans le monde. Son organisation a développé plusieurs outils qui ont eu beaucoup d'impact, comme Bob, par exemple. Bob, qui est une application de coaching qui a aidé 280 000 demandeurs d'emploi en France. Ou alors Conotify. Conotify, c'est un site de tracing qui a permis au gouvernement français de notifier plus d'1 million de personnes potentiellement contaminées par la COVID-19. De Groof Petercam a donné à Paul l'année dernière le prix de la fondation de Groof Petercam. Donc, il devait être parmi nous ce soir. Et c'est Sylvia qui va l'interviewer. Sylvia est la Managing Director de la fondation de Groof Petercam. C'est une organisation qui a été fondée par la banque de Groof Petercam en 2007. Chaque année, il y a un projet qui est soutenu par cette fondation avec un budget de 1 million d'euros et 5 années de soutien. Sylvia croit fermement à la créativité et à l'innovation, et en particulier lorsqu'ils ont un impact positif sur la société. Je les invite tous les deux à venir me rejoindre sur scène, Sylvia et Paul. Je vous retrouve dans quelques minutes. Merci.
Bonjour Paul, on se connaît bien maintenant, étant donné que vous avez été le lauréat du prix de la Fondation de Grove Petercam l'année dernière en avril. Qu'est-ce que cela signifie pour vous un an plus tard? Notre mission, c'est de créer un monde où les citoyens peuvent créer les services publics dont ils ont besoin. Nous nous battons tous les jours pour faire cela. Nous avons des technologies comme Bob, comme Conotify, je pourrais vous expliquer cela plus tard, mais chaque jour est un nouveau défi. Il y a aussi des risques liés, bien sûr, à cette ambition. Nous travaillons sur la technologie, on ne sait pas toujours si cela va donner quelque chose, si ça va fonctionner. Nous voulons résoudre nos problèmes et nous pensons que nous pouvons le faire et que l'on pourra ainsi avoir un impact. Mais pour cela, il y a une certaine prise de risque, bien évidemment. Lorsqu'on innove, il y a bien évidemment des risques également. Et c'est votre fondation qui peut soutenir ce genre de prise de risque. Lorsque vous dites à quelqu'un, tiens, j'ai une idée, j'ai un projet qui, j'espère, aura de l'impact, il pourra avoir un impact sur des millions de personnes, mais peut-être qu'il ne va pas fonctionner. Ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner, je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment, on va se rendre compte que ça va déboucher sur rien d'intéressant, il faudra s'arrêter. Donc, moi, je pense vraiment que la fondation de Grove Petercam est une des rares fondations dans le monde qui comprend vraiment ce type d'innovation et de l'importance du financement de ce type d'innovation dans le domaine non lucratif. C'est important. Parce que ce genre de fondation, on peut vraiment les compter sur les doigts de la main. Alors, Paul, vous avez été sélectionné parce que la technologie que vous avez créée est assez époustouflante, mais c'est aussi grâce à votre vision de la société, plus précisément sur la façon dont vous envisagez les services publics. Alors, à cette époque où les gouvernements, les structures publiques sont sous pression et suscitent la méfiance, c'est intéressant de voir comment vous voyez les services publics de demain. Nous croyons aux services publics menés, dirigés par les citoyens. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on peut le voir qu'il y a une réelle crise au sein des services publics traditionnels qui n'arrivent pas à suivre les évolutions de la société. On peut voir cela en particulier en période de crise avec la COVID. On se rend bien compte qu'on a l'impression que le gouvernement n'a pas nécessairement toutes les réponses. Alors, ce n'est pas une critique. Ce n'est pas une critique, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le problème ici, c'est que lorsque vous regardez où se passent les innovations, eh bien, les innovations, on les retrouve surtout là où il y a eu du capital à risque. Par exemple, les innovations dans la Silicon Valley. Il y avait des opportunités de disruption, de perturbation. Ce sont ces innovations-là, en général, qui sont couronnées de succès. Et la meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de le créer. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cet avenir-là, c'est celui que nous voulons voir demain? Est-ce que nous voulons de cet avenir-là? Nous voyons que les technologies étaient des technologies prévisibles par le passé. On se rend compte aussi que les systèmes de santé sont de plus en plus privés aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup d'innovations qui nous semblent bonnes en surface, mais on ne sait pas si les conséquences à long terme seront positives, seront bonnes. Et donc, nous pensons qu'il doit y avoir moyen de mettre l'innovation au service du bien commun. Et en tout cas, il faut que les entrepreneurs citoyens aient l'envie de créer le prochain Wikipédia, par exemple. Dans quelques années, on va avoir toute une génération d'entrepreneurs qui vont devenir les nouveaux Mark Zuckerberg. Je pense que nous allons avoir aussi une génération de nouveaux Jimmy Wales.
Donc, les entrepreneurs sociaux essaient de régler les problèmes des services publics. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets? Oui, nous avons mis au point une méthodologie où les citoyens créent l'innovation et nous pouvons l'améliorer, la renforcer avec l'aide des gouvernements et des ONG. Donc, l'idée vraiment, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes. Nous avons mentionné Conotify tout à l'heure. Conotify, c'est une application de tracing, donc il n'y a pas de problème de vie privée parce qu'on n'utilise pas de Bluetooth. Nous avons été frappés par le COVID, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème et qu'il fallait absolument casser les chaînes de la contamination. On s'est dit, la plupart des gouvernements utilisent le tracing par Bluetooth. Nous n'y croyions pas réellement. On s'est dit qu'on allait essayer de voir ce que nous pouvions faire. Nous allions voir si ça pouvait fonctionner. On s'est rendu compte qu'il y avait un processus qui pouvait fonctionner. Donc, ce sont des êtres humains qui donnent un coup de fil. Par exemple, si vous êtes positif au COVID, on va vous appeler, on va vous demander qui vous auriez pu contaminer et on va notifier ces personnes-là. Donc ça, c'est un processus qui fonctionne, mais c'est très difficile à renforcer parce que chaque appel peut durer 30 minutes. Donc, on s'est dit, on va essayer de numériser l'interview de tracing des contacts. Donc, c'est quelque chose que l'on pourrait intégrer dans un téléphone. Il ne faudrait pas chaque fois retaper chaque chose. Donc, c'est une technologie que nous avons construite de manière totalement indépendante avec nos propres fonds. Et cela a pris 1 mois avec 3 personnes. C'est comme ça que nous avons créé cette technologie. Et au mois de mai de l'année dernière, nous avons déjà pu notifier des dizaines de milliers de personnes qui étaient potentiellement contaminées. Et lorsque la deuxième vague de COVID a frappé, parce que nous, on pensait que le COVID était déjà parti, mais voilà, là, il y a eu une deuxième vague. Et les contaminations ont explosé, les systèmes traditionnels avaient du mal à suivre. Et c'est là que nous avons pu travailler en partenariat avec le système d'assurance maladie en France. Et chaque fois que vous aviez un test PCR positif, vous receviez un SMS du système qui vous invitait à créer votre liste d'adresses de contact en utilisant Conotify. Et c'est comme cela que l'on a pu notifier plus de 1,5 million de personnes. Et je crois que c'est un exemple formidable. C'est comme cela que les entrepreneurs peuvent intervenir. Nous avons et on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de créer un impact, que c'était vraiment très prometteur. Et que ces innovations prometteuses devaient être soutenues, renforcées par les gouvernements qui ont les moyens, mais qui n'ont peut-être pas l'agilité. Certains ont peut-être pensé que l'on voulait perturber le gouvernement. Moi, je crois qu'il faut créer un monde où l'on pourra travailler ensemble. Donc, pour Bob, alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, pour Bob, on fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a conçu une technologie qui est un outil de coaching avec intelligence artificielle. On utilise des données sur le marché du travail et on y retrouve l'expertise des coachs humains. À partir de là, eh bien, on peut coacher plusieurs personnes. On met en contact des coachs avec des personnes qui cherchent un job. On leur donne les bons contenus, les bons conseils au bon moment. Donc, ça se repose sur ce qu'on avait déjà conçu il y a certains temps. On a déjà pu coacher plus de 300 000 personnes au chômage en France et on a eu de très bons résultats. 40% ont indiqué avoir trouvé un emploi grâce aux conseils qu'on leur a prodigués. Ils ont fait de superbes choses. Donc, on peut travailler à une plus grande échelle si on veut. Donc, on est très motivés et finalement, on a une quinzaine de personnes et on pourrait, avec 15 personnes, on peut coacher 300 000 personnes. Et avec la COVID, maintenant, on est en contact avec d'autres entreprises pour grandir. Aux États-Unis, il y a des dizaines de millions de chômeurs. Alors, on ne peut pas les coacher en direct. Ils n'ont pas cette tradition non plus d'aide publique comme on l'a ici en Europe. Alors, il faut adopter une autre approche, mais
Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a lancé depuis une page blanche. On a commencé depuis zéro. On avait des milliers d'idées. On a partagé. Il y en a qui n'ont pas fonctionné. On a réfléchi. On s'est rendu compte que si vous voulez changer d'état d'esprit, travailler sur le coaching de l'emploi et le voir autrement, ce système de coaching, il ne fallait pas avoir un expert dans un centre pour l'emploi, mais bien plutôt avoir un système d'échange d'informations qui allait permettre de travailler autrement. Alors, après quelques temps d'essais, d'erreurs, d'expérimentation, on se rend compte que maintenant on peut passer à une plus grande échelle grâce à des partenariats. Alors bien sûr, vous travaillez en tant que chef d'entreprise social, entrepreneur social, vous connaissez les défis de la société. Aujourd'hui, il est toujours actuel de remettre en question la responsabilité sociale des entreprises privées. Beaucoup de personnes, esprits d'entreprise, jeunes et moins jeunes ou innovateurs, ne peuvent pas imaginer de faire des affaires sans faire le bien autour d'eux, autour d'elles. Comment réagissez-vous? Bien, moi, je trouve que c'est très bien. Tout le monde disait, moi, je vais changer le monde en créant une nouvelle application de réseaux sociaux, etc. C'est ce qu'on entendait. Et finalement, c'est un peu la blague, mais à un moment donné, certains y croyaient. Et c'était un peu des dystopies. Et on voulait un peu cet avenir, on souhaitait tant, mais inaccessible. Ce qu'il faut dire ici, c'est que, bon, c'est bien de pouvoir discuter. Par exemple, si vous avez une application pour livrer des repas, est-ce que ça fait du bien aux gens? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est utile pendant la pandémie. Mais vous allez peut-être exploiter des personnes qui se chargent de la livraison, peut-être des migrants marginalisés qui vont être exploités en tant que livreurs ou coursiers. Donc là, oui, il faut avoir ce genre de conversation, il faut réfléchir à votre processus et se poser la question de savoir si ce que vous faites, c'est responsable pour les droits humains, pour l'environnement, c'est la responsabilité qu'on doit garder à l'esprit. Alors, ce que je voulais dire aussi, il est important de faire de l'impact washing. C'est-à-dire cette tendance à dire oui, mais il y a des grands groupes qui disent voilà, ça a un impact comme ça. Vous prenez Deliveroo, Uber et d'autres. Ils vont dire on a un impact qui est grand, mais on crée des opportunités sans précédent dans des quartiers pauvres. Il faut approfondir, est-ce vraiment vrai? Est-ce que vous faites plus de bien que de mal? Et c'est ça qu'il faut pouvoir se poser comme question, mais il ne faut pas non plus faire de l'impact bashing et surtout plutôt encourager des personnes à l'esprit d'entreprise authentiques qui veulent avoir un impact pour commencer et qui trouvent une solution pour y parvenir. Et donc, on a tendance à dire qu'on peut avoir un impact et gagner de l'argent. C'est vrai que c'est envisageable, mais il faut voir ce qui est votre première priorité. Est-ce que c'est l'argent? Eh bien, il faut limiter vos dégâts ou les dommages. Mais je pense aussi qu'il y a tout un groupe de personnes qui ont l'esprit d'entreprise et qui devraient être soutenues, qui veulent faire de l'impact. Et pendant qu'ils tentent de maximiser leur impact, ils essayent de voir comment faire fonctionner leur organisation. Et la présentation de Jimmy il y a quelques instants en est un très bon exemple. Il avait une idée, il voulait un impact et il a travaillé sans moyens financiers. C'est ce qui l'a permis d'avancer, de créer pour en arriver à Wikipédia. Alors, vous le savez, le groupe Petercam finance des sociétés comme la vôtre. Vous savez qu'elles ne sont pas courantes et précieuses. Et donc, vous avez commencé, vous étiez très jeune, vous aviez 21 ans quand vous avez lancé votre activité. Quels conseils avez-vous pour les personnes qui veulent innover pour le bien social et qui hésitent encore? Alors, c'est pas simple comme question, c'est pas simple d'y parvenir. Quel serait votre grand conseil? Moi, je suis trop jeune pour conseiller, vous savez.
Moi, je dirais ceci. Si j'avais su que ce serait si difficile, peut-être que je ne l'aurais pas fait, en fait. Et moi, je viens d'un contexte migrant, donc moi, j'ai pu bénéficier de la sécurité sociale, etc., de l'aide publique, et j'ai voulu renvoyer l'ascenseur. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler dès 19 ans dans les technologies. Et c'est bien, on gagne de l'argent, j'ai gagné de l'argent, j'ai travaillé sur des trucs intéressants. Mais à un moment donné, c'était le décalage qui m'a marqué. Le décalage entre ce que je voyais dans la rue, avec des gens qui dorment à terre, avec toutes ces inégalités. Moi, je voulais faire du volontariat, du bénévolat en soirée pour aider. Ça, c'était mes soirées. Et pendant la journée, j'étais en train de changer le monde et écrire de nouveaux algorithmes pour toucher des millions de personnes. Et c'était un peu fou, ce décalage entre mon travail quotidien. J'innovais pour créer du profit. Et puis, avec ça, j'allais toucher des millions de consommateurs. Et finalement, je ne pouvais le soir qu'aider une personne à la fois. Et c'était dur d'aider le système à progresser. Et c'était un peu ça l'idée de notre initiative. Je me suis dit, tiens, on doit faire quelque chose. Je n'ai pas encore l'idée claire. Je ne suis pas sûr d'être un grand leader. J'avais juste, moi, à ce moment-là, une idée. Et vous savez, ces personnes ont parfois besoin de quelqu'un qui vont se lever à 6 heures du matin, écrire des mails pendant qu'ils font de la course à pied sur leur tapis roulant. Je sais pas, on a besoin de différents profils de personnes pour avancer. Et en fait, de fil en aiguille, eh bien, j'ai rencontré des personnes, j'ai vu que certaines personnes étaient capables de nous aider à changer la vie d'autres personnes, et je me suis dit, moi, c'est ce que je veux faire le reste de ma vie, aider les gens à mieux vivre. Et peut-être un conseil quand même. Comment dire? Le pouvoir, il n'est pas là où vous pensez. Moi, j'avais une idée claire. Je savais où étaient les leaders. Je ne pensais pas être un leader. Mais en fait, puisque nous avons travaillé à notre sauce, à notre manière, on a avancé parce qu'on était authentique. On est resté authentique dans notre style. On a créé quelque chose de très puissant. On a recruté de grands talents, des gens qui travaillaient peut-être 500 000 $ par an chez Google et maintenant qui veulent faire quelque chose d'utile, mais pour beaucoup moins d'argent. Donc, on voulait avoir accès à des présidents, travailler avec des gouvernements pour avoir du soutien. On n'avait rien à vendre. Nous, on était là pour faire quelque chose, faire le bien autour de nous. Je pense que c'était lié au fait que, justement, on n'était pas suspect. Bien, merci, Paul. Ça fait plaisir de vous avoir rencontré ce soir grâce à la Fondation. Merci. Merci, Sylvia, également, pour toutes ces belles questions et bonnes questions. Merci de votre présence à tous les deux. Bien, nous allons maintenant vous présenter notre dernier invité, ce n'est pas le moindre. Nous sommes ici pour célébrer les 150 ans de la banque. Bien sûr, on ne pouvait pas organiser une soirée sans lui aujourd'hui, Bruno Coleman. Merci de me rejoindre sur scène. Félicitations, quelle soirée quand même d'anniversaire. Alors justement, à la lumière de son 150e anniversaire, peut-être est-il temps de réfléchir à cet entrepreneuriat social. Alors avant d'aborder ce sujet précis, eh bien, réfléchissons sur ce que nous venons d'entendre avec pas mal d'invités internationaux, avec Paul que nous venons d'entendre. Sont-ils une source d'inspiration? Eh bien, ce soir, nous avons eu la possibilité de rencontrer des personnes exceptionnelles. J'ai été vraiment bluffé par ces discours. Et ici, il est important de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat social. Ce n'est pas un terme, c'est une réalité. Quand je vois le projet Wikipédia, c'était époustouflant. C'était lancé il y a une vingtaine d'années. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, pratiquement tout le monde sur Terre utilise Wikipédia. Ça veut dire qu'on fait des affaires, pas simplement de l'argent. Il y a un transfert de technologie, de connaissances et de savoir-faire. Et ça m'a vraiment impressionné. On vient d'entendre Paul Duhan qui disait qu'il faut plus de personnes comme Jimmy Wales et moins de personnes comme Mark Zuckerberg. Alors, c'est ça? Pour le concept, c'est de dire que
Il faut apporter quelque chose à la communauté plutôt que de profiter de la communauté. C'est ça le projet finalement. Et il faut se dire que les services publics doivent être maintenus plutôt que repris par un secteur privé. Si vous prenez le projet de Wikipédia, l'idée finalement était de partager les connaissances mondiales. Et ça, c'est fabuleux. Parce que la connaissance avait un prix ou pourrait avoir un prix, pourrait être commercialisé. Et le projet ici, c'est de rendre tout cela gratuit. D'accord, alors l'idée, c'est que travailler pour le profit ou pour aider, non, on peut tout faire. Donc, on a une double bottom line, en fait. Vous pourriez expliquer votre point de vue et dire pourquoi c'est important? On a vu un grand changement en 40 ans. On parle de Wikipédia, de Friedman, et même avant, en 66. Il avait pris une position importante. Il était un des fondateurs de l'école de Chicago et il avait dit que le business du business, c'était de faire du business. En d'autres termes, les actionnaires se concentrent uniquement sur le fait de faire de l'argent. Aujourd'hui, on voit que la plupart des entreprises ont un autre angle. Elles décident de faire de l'argent, mais aussi d'être en interface avec d'autres acteurs, d'interagir avec d'autres acteurs. Et finalement, une entreprise doit tenir compte des externalités. Et ça, c'est la double ligne d'approche. Un, faire de l'argent parce que c'est l'objectif d'une entreprise et elle doit permettre de payer les salaires des travailleurs, payer les actionnaires, etc. Mais à côté de cela, il faut tenir compte des autres parties entourant l'entreprise, y compris les services publics, y compris les gouvernements, y compris la nature. C'est important. Bien sûr, on voit que beaucoup de chefs d'entreprise tentent toujours de relever des défis sociétaux que nous rencontrons aujourd'hui. On constate aussi que des institutions financières importantes prennent position de manière explicite et les encouragent à avancer dans ce sens, à prendre leurs responsabilités. Je voulais citer la newsletter annuelle de Harry Fink, CEO de BlackRock. Il a dit ceci: je suis un optimiste, un peu comme Timmy Wales. Je suis encouragé par ce que je vois dans les entreprises et maintenant les dirigeants d'entreprises à travers le monde doivent faire preuve d'un grand courage, d'un grand engagement par rapport aux acteurs qui les entourent. Nous devons avancer plus vite pour créer plus d'emplois, plus de prospérité, plus d'inclusivité, d'inclusion. Je suis confiant dans la capacité des entreprises à nous aider à sortir de cette crise et à construire un capitalisme plus inclusif. C'est intéressant, non? Pour le CEO de BlackRock. Le capitalisme inclusif, c'est ça l'objectif de De Groot Petercam. Je dirais que le capitalisme, c'est une cible mobile créée avec la révolution industrielle il y a déjà longtemps. Et aujourd'hui, on voit que nous voulons tenir compte du changement climatique, des responsabilités sociales. Donc, c'est un nouveau type de capitalisme qui apparaît. Et chez De Groot Petercam, on est vraiment sur la balle, en fait. Lorsqu'on a décidé de revoir l'ADN de l'entreprise, parce que c'est ce qu'on veut faire avec 150 ans d'histoire, eh bien, l'idée était d'en revenir à l'ADN, aux racines de l'entreprise et de voir partout dans l'entreprise comment nous avons travaillé sur ce capitalisme. Nous sommes dans une entreprise, en fait, de percer à l'esprit d'entreprise. Et moi, je suis très à l'aise par rapport à ce que vous venez de nous lire. Effectivement, vous parlez d'objectifs. On entend souvent parler de l'importance d'avoir un objectif dans l'entreprise. C'est un objectif, ça va au-delà du profit, du bénéfice. C'est votre pertinence en tant qu'entreprise qui va vous guider dans l'avenir. Justement, votre entreprise, quel est son objectif? L'objectif de l'entreprise, c'est d'encourager l'innovation, la créativité, pour devenir un partenaire avec des clients, partenaire des clients, pour apporter quelque chose de positif à la communauté et à la société dans son ensemble. Alors, quand vous dites qu'une entreprise ne doit pas simplement créer de l'argent, vous avez raison. Les gens aujourd'hui ne veulent pas travailler dans une entreprise qui n'a pas d'autre objectif que l'argent, simplement pour avoir leur salaire en fin de mois. On le voit, quand on prend De Groot Petercam, on était là au début de la révolution industrielle.
L'entreprise a survécu à 3 guerres. C'est pas mal, hein? On est toujours là aujourd'hui et on est une société, une entreprise financière de grande réputation et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard parce que l'âme même de notre société eh bien, a perduré dans les générations qui ont mené l'entreprise. On a gardé la flamme de l'entreprise, des pionniers. Vous pensez qu'on est prêt vous êtes prêt pour les 150 prochaines années? Oui, absolument. Connaître ses racines, c'est une chose. Être certain qu'on a des valeurs, une entreprise qui vous permettent de survivre encore à 150 ans, ça c'est une autre histoire. Et on y travaille. Et justement, la réalité de notre entreprise, eh bien, c'est qu'on est tourné vers les 150 prochaines années. Vous avez fait un petit film aussi sur l'idée justement d'avoir un objectif. On va voir cette vidéo ensemble. Growth Petercam wasn't built in one day. Exactly 150 years ago, in 1871, our story began. Ever since, we have been here, protecting what families built, while making a mark on our economy. We continue to write our story, generation after generation, with a very ambitious role to play, to create responsible prosperity for all by opening doors to opportunities and accompanying our clients with expertise. Our impact goes beyond generating profit. We want society at large to benefit from our work, because we have the power to invest consciously. What the future will bring, nobody knows. But we strongly believe that our achievements will outlive us, and that we'll be here to guide your grandchildren into the future. That's the whole idea. Because our work has no finish line. De Groof Petercam. Imagine tomorrow since 1871. Yeah, I think that's one of your known taglines, Imagine Tomorrow. Oui, Imagine Tomorrow, c'est un de vos slogans. Est-ce que vous êtes fiers quand vous voyez cette vidéo? Oui, absolument. Absolument. C'est assez inspirant. Est-ce que vous avez l'impression que les personnes qui travaillent pour De Groof Petercam ont aussi ce sentiment et partagent ce sentiment? Oui, absolument. Je vais vous expliquer ceci. Lorsque nous avons été confrontés à cette crise de la COVID, on a pu sentir, on a pu presque toucher cette volonté de nos collaborateurs de rester soudés, de continuer à travailler à nos projets. C'est encore le cas aujourd'hui. Je suis vraiment très fière d'être le PDG de cette entreprise. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec cette pandémie, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte du rôle qu'ils ont à jouer dans la société? Oui, absolument. Absolument, parce qu'on se rend compte que travailler pour une entreprise, ce n'est pas juste aller au bureau, c'est également entretenir un réseau, une communauté de personnes qui veulent travailler ensemble. Et c'est assez émouvant finalement. C'est touchant de voir que ces personnes un jour vont revenir au bureau et on pourra vraiment fêter le jour où on se retrouvera au bureau. Oui, je pense que la banque est prête pour les 150 années à venir. J'ai l'impression que vous êtes prêts aussi. Oui, absolument. Bien, on se retrouvera peut-être pas dans 150 ans, mais bon, je sais que Jimmy et Kyle voulaient aussi se retrouver dans 100 ans. On se retrouvera peut-être un petit peu plus tôt, ce serait formidable. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien, Monsieur Coleman.
Et ceci nous amène au terme de cette session ce soir. Je voudrais vous remercier, je voudrais tous vous remercier de nous avoir rejoints ce soir. J'espère que cela vous a également donné un but, un objectif, et j'espère que cela vous aura également inspiré. La banque vous informera d'autres événements qui permettront de célébrer le 150e anniversaire de la banque. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne nuit et encore beaucoup de bonnes idées. Au revoir.